Alors, j'aimerais vous partager une réflexion sur le fait d'être immigré. Immigré. En effet, moi quand je suis parti au Togo, je n'ai pas décidé de m'appeler un expatrié. Je trouve ça d'une vulgarité pas possible. Hein. Un blanc qui va en Afrique, c'est un expatrié. Un noir qui va en Europe, c'est un expatrié. C'est un immigré. Non, non, je suis un immigré. J'ai quitté mon pays pour des raisons idéologiques et professionnelles. Je pensais avoir des opportunités en Afrique. Je n'ai pas eu parce que moi je pensais que, contrairement à la France, juste avec ma licence et ma gouaille, j'allais arriver à faire quelque chose. Bon. Alors actuellement, je suis en train de me taper une dépression nerveuse parce que je suis loin de mes passions. Mais bon. Et à quel point ça a été très dur pour moi. En effet, moi je suis arrivé avec des idées, des convictions, avec une volonté de m'intégrer au Togo. Réellement. Je vois maintenu ma vie, je mange togolais, je vis à la togolaise, je vis avec une togolaise. J'ai tout fait, hein. Je l'ai fiancé selon les rites togolais, j'ai fait des cérémonies, j'ai tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Et malheureusement, là j'arrive 3 ans plus tard et je suis malheureux. Malheureux dans le sens où, malgré ma volonté, malgré toute ma bonne volonté de vouloir m'intégrer à la société, bah, on me voit toujours comme le blanc de service. Et ça me fait relativiser beaucoup de choses. Par exemple, je pense à tous ces immigrés en France qui ont fait l'effort de s'intégrer et qui à la fin on leur rappelle qu'ils sont toujours des Arabes ou des Noirs, quoi. Et que je comprends que certains, en ayant eu marre de se faire rabaisser à leur race, moi ça m'a toujours un peu saoulé quand on rabaisse quelqu'un à sa couleur de peau, à sa religion, ou même à son sexe, à son genre. Moi, comme je dis à ma femme qui est hyper jalouse, je travaille avec des êtres humains. Je ne travaille pas avec des hommes, je ne travaille pas avec des femmes, je ne travaille pas avec des ébés, je ne travaille pas avec des cabiens, je ne travaille pas avec des cotocolis, non, je travaille avec des êtres humains. Et j'ai des relations sociales avec des êtres humains. Et ben, je peux comprendre cette envie de certains d'être à l'étranger, mais quand même de vivre à leur manière, parce qu'à un moment, nique ta mère, parce que quand tu fais des efforts d'intégration, on te rappelle la longueur de temps, que tu es différent, que tu n'es pas pareil que les autres, et que malgré ta bonne volonté, bah ça suffit pas. T'as un peu envie de leur dire tous d'aller se faire enculer. Je le dis tel quel. Honnêtement, moi je souffre énormément. Vraiment, l'homme que j'étais en 2020, attends, moi j'arrive en Afrique avec mes chevilles africaines, en écoutant Oliver Ngoma et en mangeant la pâte. Et 3 ans plus tard, on est toujours là à dire yovo yovo. Ouais, nabalé, mais va te faire foutre, quoi. Donc ouais, non, j'ai très mal vécu le fait de ne pas d'arriver à m'intégrer. Et c'est très dur, très très dur. Parce que d'un autre côté, tu as un appel de ta culture qui fait qu'à un moment, tu as envie de t'intégrer, mais tu n'as pas envie de tout perdre, quoi. Parce que tu sais que ta culture est ta richesse. Donc voilà, c'est cette petite réflexion sur le fait d'être immigré, c'est pas facile. Très difficile. Il faut pas que quand vous voyez un blanc en Afrique dire yovo, yovo, yovo. Il y a tellement d'histoires derrière tout ça. Tellement de malaise, de possible. Ouais, tu me vois, tu dirais voir Yovo, ouais, bah là, Yovo, si papa lui envoie pas de l'argent pour son anniversaire le 14 septembre, Yovo il va manger de l'eau et de la et des cailloux, hein. Ouais, Yovo, ouais, peut-être Yovo. Mais avant d'être Yovo, je suis être humain. Et avant d'être français, togolais, je suis un être humain. Et tout étranger dans un pays reste un être humain. Il doit être respecté en tant qu'être humain. Après, s'il merde, pas de soucis, pour le chou d'or. Autrement, on reste sur des êtres humains qui vivent dans un monde. Voilà. Maintenant, je dis oui, parce qu'il y a un fou qui danse au milieu de la route. J'espère qu'il va pas se faire shooter. Bref. Voilà. Nous restons tous des êtres humains et les pays, nos pays, nos religions ne nous définissent pas intrinsèquement parce que où qu'on soit, notre sang est rouge et coule dans le même cœur. Pourquoi la France et l'Afrique sont en train de divorcer? Eh ben pour 3 raisons. Première raison, méconnaissance des Afriques. La France parle de l'Afrique. Le problème c'est que les réalités de Casablanca ne sont pas celles du Cap, celles d'Addis Abeba ne sont pas celles de Dakar. Et donc, tu connais pas l'Afrique, tu connais pas les Afriques, donc tu fais des conneries. Deuxième aspect important, c'est que
Elle a oublié un paramètre, mais vraiment tout con, hein, qui est le multipolarisme. En effet, l'idée de la mondialisation heureuse a échoué face aux réalités. Tu peux prôner la mondialisation tant que tu veux, va vendre la mondialisation quand une guerre en Ukraine fait doubler le prix du pain au Togo. Allez, va vendre ça. On est dans un contexte général, c'est-à-dire que la France et l'Afrique divorcent parce qu'il y a une lutte contre les impérialismes née du fait que les peuples commencent à se réveiller et à comprendre que tout ce qu'on leur a vendu, que ce soit en Europe, en Afrique, sur la mondialisation, l'ultralibéralisme, les échanges et tout ça, une minorité gagne, une majorité perd. Et donc le peuple se rend compte qu'il est en train de se faire baiser et donc il gueule. Et ça c'est mondial, c'est pas que la France et l'Afrique. Et enfin, dernier point qui, je pense, explique énormément de choses, les ambassades. Entre les procédures qui sont du grand n'importe quoi, on demande des feuillets 5 d'actes de naissance pour marier un Togolais avec un Français. Alors qu'on a un truc qui s'appelle copie originale, c'est-à-dire une copie qui est légalisée par l'État togolais. C'est-à-dire que quand c'est pour piquer les ressources, il n'y a aucun souci, mais quand c'est pour prendre les papiers, vous demandez des feuillets à la con, alors que le feuillet 1 et le feuillet 5, c'est la même chose, et qu'une copie légalisée, ça ferait le même taf. Donc voilà, puis cette insolence des ambassades, cette insolence dans les procédures, dans les discours, dans les distributions des visas, nul sur 20, nul sur 20. Hein. Et j'ajoute à ça aussi un quatrième point, allez, en bonus, qui est le contexte économique, qui est le contexte social, qui est le contexte, qui est un contexte de déclin de l'Occident qui fait que, comme un peu un vieux gars qui voudrait garder sa go, il s'attache à aller aux branches, mais il ne comprend plus qu'il n'est plus à la page. Tel un vieux lion dominant qui voudrait garder son harem, ça ne marche plus. Et ça va demander beaucoup de choses parce que la France, il va falloir qu'elle se reconcentre sur ses affaires européennes et nationale, chose qu'elle a un peu délaissée depuis les années 1880 en s'occupant déjà par la colonisation puis par la France-Afrique des questions africaines. Et quand elle va commencer à remettre le nez dans ces problèmes nationaux, notamment les dom-toms, Mayotte, soutien à vous les frères, je vous donne vraiment du soutien, et elle va se rendre compte dans quelle merde elle est. Parce que les chantiers sont énormes. La France est en ruine. Sur son économie, sur ses écoles, son éducation, sa société, la France est en ruine. Et quand il va falloir qu'elle se replonge sur son cadavre qui est en train de mourir, ça va faire très mal. Alors, pour continuer mes vidéos sur les crises que traversent les sciences humaines, j'aimerais partager une réflexion sur l'intelligence artificielle, qui ne va pas nous aider. Non. Alors normalement, tu pourrais te dire, ouais, la science humaine, l'étape d'analyse, on est dans tout ça, donc normalement, une machine ne peut pas avoir le rayonnement. Ah certes, mais elle va nous enlever une grande partie de notre travail. En histoire, avec les bases aujourd'hui numérisées de documents, d'archives, l'intelligence artificielle va déjà nous enlever toute la partie compilation de sources. C'est-à-dire qu'on va chercher dans des archives, dans des domaines, dans des livres, quelque chose sur une donnée historique, il va déjà tout nous fournir. Déjà tout ce qui est compilation de données. Et une partie de l'analyse, notamment l'analyse lexicographique, toutes ces parties-là, on va se retrouver littéralement au chômage. Là-dessus, tout ce qui est la partie déjà compilation de données. Après, tout ce qui est quantitatif, quand il va falloir faire des graphiques, notamment pour l'histoire économique, quand il va falloir faire des tableaux de données, notamment pour l'histoire démographique, l'intelligence artificielle nous fera ça et bien mieux. Bien mieux. Et puis même pour faire la transition avec la géographie, on va se faire pisser dessus parce que l'intelligence artificielle dans quelques temps va pouvoir faire des cartes. Je suis sûr qu'elle peut déjà en faire. Tu dis à l'intelligence artificielle, donc on va faire une carte sur la démographie. En rouge plus d'1 million, en orange entre 500 000 et 1 million. Et le bordel aussi, tu limite l'intelligence artificielle pourra choisir les couleurs à ta place. Donc tout ce qui est cartographie, compilation de données, pour toutes les sciences, ça va être très compliqué. Les linguistes, ça va être chaud du cul quoi. Par exemple, tu veux étudier l'usage du verbe être à travers le temps. C'est un très bon travail de linguiste. Voir comment on évolue, comment cet auxiliaire est utilisé. La machine, elle va analyser 500 000 livres, elle va te sortir des corrects, toi t'auras juste des putains de graphiques et toi t'auras juste à revenir ça. Pour tout ce qui est les études en sociologie, études de population, là aussi,
des besoins de ces populations, de ces besoins, voilà, tu vas faire une enquête, je sais pas, sur le goût des gens, tiens, pour citer Pierre Bourdieu, ça fait longtemps. Ah bah, le machin va te générer un graphique, enfin, il va te générer des statistiques, enfin, un questionnaire, puis les statistiques qui vont aller par rapport à ce questionnaire, parce que elles vont avoir accès à une base de données. Une intelligence artificielle aujourd'hui qui scanne nos Facebook, nos Twitter, nos Instagram, peut faire une étude sociologique très importante. Combien de temps on reste sur les réseaux, qu'est-ce qu'on regarde? Et là, le mec, le sociologue, il a pas besoin d'intervenir, quoi. La machine fait le travail tout seul. Il a juste à lancer le truc, quoi. On va vraiment être les dompteurs de fauves, hein. Ce qui va réduire énormément de choses. Et les crises dans l'enseignement. Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder à passer une licence qui t'apporte pas de travail, alors que tu passes une licence dans des sciences dures, et pour ce qui est de ta formation en sciences humaines, bon bah, tu fais confiance à des séries de formations à distance, où tu te fais aider pour des questions, poser certaines questions par l'intelligence artificielle. Une simple formation sur, voilà, un peu de méthodologie sur chaque des sciences, t'as pas besoin de t'emmerder 3, 5 ou 8 ans à faire des études. Puis de toute façon, les applications dans la société, aujourd'hui, tu auras plus de travail si tu maîtrises l'intelligence artificielle que si tu maîtrises l'histoire ou la géographie, malheureusement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de colonisation au fil de l'histoire. Ah ouais, parce que bon, quand je fais des vidéos lifestyle, les gens regardent pas. De toute façon, je fais pas les vidéos pour te regarder. Donc ouais, la notion de colonisation a beaucoup évolué dans le temps. Par exemple, à l'époque grecque, bah, les Grecs, ils colonisaient pourquoi? Bah, déjà, la Grèce, elle n'a pas été unifiée avant 1830. Bon, c'était un ensemble de villes à l'Antiquité, de cités. Et quand bah, vous regardez une carte du relief de la Grèce, vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour s'étendre. Il y a une ville puissante, tu vas faire quoi? Tu vas coloniser la campagne autour de toi? Non. En des bateaux, et tu vas coloniser tout le pourtour méditerranéen. C'est pour des questions de place, des questions d'économie. À chaque fois, bon, bah, ils emmènent leur religion avec eux. Et donc voilà. C'est pour ça que la géographie, c'est pas fait pour les fils de pute. Pour l'Empire romain, c'est différent. Alors, je parle d'Empire romain dans le sens territorial. Hein. C'est-à-dire que l'Empire romain a été un empire avant d'être un empire. Empire avec majuscule, c'est-à-dire construction étatique avec un empereur et tout le bordel. Et ce, dès la République. Alors, pour la colonisation romaine, c'est beaucoup moins clair. Parce qu'il y a une chier de statuts entre les royaumes clients, les machins qui appartiennent à Bédule, les provinces, c'est des trucs qui ont été rattachés après à l'empereur romain, des trucs qui sont un peu dirigés en mode private. C'est très compliqué à comprendre, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait le sel. Bah ouais, je vous le dis tel quel, cette colonisation de Rome, premièrement de la Méditerranée occidentale, puis de la Méditerranée orientale, va être une des raisons pourquoi la République va crever, parce qu'elle ne saura pas comment gérer ce bordel. Ça va modifier les rapports socio-économiques, les rapports dans l'armée, même les rapports dans la politique, et bah, le système il va se mettre en carafe. Bon, après l'Empire au Moyen-Âge, c'est quelque chose d'assez classique. On a un roi guerrier, il casse des gueules, il agglomère des terres autour de son royaume. Quand son royaume devient un petit peu gros, pouf, il devient un empire. Après, au 16e, 17e siècle, il y a quelque chose qui va se développer, qui est toujours classique, hein, exploitation économique, colonie de peuplement, et c'est le mercantilisme qui dit qu'il faut qu'on vende plus à l'étranger que ce qu'on achète à l'étranger. Et ça va un petit peu modifier avec les compagnies. En gros, les compagnies, c'est des entreprises qui gèrent la colonie à votre place. Hein? Bon, tu vas me dire, ça existe un peu encore aujourd'hui, ça s'appelle les GAFA, mais bon, on en revient un peu plus tard. Et ce modèle-là va tomber en crise parce que le mercantilisme, c'est sous Louis XIV. Il y a un truc qui se développe à la fin du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle qui s'appelle le capitalisme. Et là, le capitalisme rajoute une base qui est que tu produis comme un fils de pute, mais il faut les couler ta merde, hein, parce que c'est bien de produire des montres, c'est bien de produire des machines, mais si tu les vends pas, ou si tu n'as pas de matériel, d'huile notamment pour la faire fonctionner, ça sert à rien. Donc là, il faut faire une colonisation pour permettre à ton capitalisme de vivre. Et c'est ce qui va amener une refondation des modèles coloniaux et
ajouter un autre aspect, c'est qu'à la fin du XXe siècle, on a un truc qui s'appelle les droits de l'homme. Et les Européens, ils se disent, bon, on peut pas dire qu'on va y aller pour la thune. On va y aller pour les droits de l'homme. C'est la bonne excuse des droits de l'homme. Comme en 2003, ouais, on va apporter la démocratie en Irak et on va leur piquer leur pétrole. Tu vois, ça c'est la petite note de bas de page. Et donc ça va donner les empires coloniaux qu'on va connaître au XXe siècle, enfin en Europe. Après, la notion de colonisation va encore évoluer dans le XXe siècle avec un truc merveilleux. Ça s'appelle l'empire informel. Bon, qu'est-ce que c'est la colonisation? Tu arrives, tu envoies des militaires, tu pètes la gueule aux gens, tu les colonises, tu gères leur économie, leur politique. Ça coûte cher, c'est chiant. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben tu vas pas t'emmerder à aller les coloniser directement. Tu vas leur coloniser l'esprit. Tu vas leur vendre ton modèle de vie, tu vas leur vendre ta façon de faire, ta façon de penser. Tu vas leur vendre tes produits. En fait, tu vas véritablement les hypnotiser et les mecs vont s'auto-coloniser eux-mêmes. C'est ce qui arrive avec notamment la France-Afrique, avec la majorité des élites africaines qui mettent leurs enfants dans des programmes français, qui vivent comme des petits blancs. C'est ce qui arrive en Europe avec l'impérialisme américain. Voilà. Tu fais comme ça, tu ne t'emmerdes plus à les coloniser. Tu laisses les gens se coloniser eux-mêmes leur esprit. Et là, c'est génial. Et donc voilà, cette notion d'empire, d'impérialisme, elle va toujours exister parce qu'il y aura toujours des modèles politiques, économiques ou sociaux qui vont faire l'effet, comment dire, un peu comme une gonzesse, tu vois, tu la vois, waouh, et tu tombes amoureux d'elle. Et ben voilà. Cette gonzesse à qui tu vas tomber amoureux, ça va être des pays dominants. Et le mec qui va être raide dingue de cette personne, ça va être les empires, les colonisés. Vous voyez un petit peu? Donc ça existera toujours. Et ce sera très difficile à combattre. Simplement que les formes vont évoluer et les façons de faire aussi.